Bonjour et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour bien sûr à la télévision, également quand vous le souhaitez sur notre site internet experttele.fr, également partout dans votre poche sur l'iPhone avec l'application Expert à trouver sur l'Apple Store et puis la web radio expertradio.fr 24 heures sur 24. Les experts répondent à toutes vos questions. Posez-leur vos questions sur le forum et sur le site internet également de Expert. À mes côtés, une avocate au barreau de Paris, c'est Yael Trabelsi. Bonjour maître. Bonsoir, bonjour Yves. Avec vous, nous allons parler de droit immobilier et plus précisément du fait que les avocats, c'est assez méconnu, on va en parler aujourd'hui, peuvent être mandataires en transaction immobilière, c'est-à-dire qu'un avocat peut vendre un appartement comme un agent immobilier. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer depuis quand et comment ça fonctionne? Alors tout à fait, les avocats ont désormais la possibilité d'intervenir en tant que mandataire en transaction immobilière et ce depuis le mois d'avril 2009, date à laquelle le Conseil de l'ordre des avocats de Paris a autorisé et fixé les modalités dans lesquelles interviennent donc les avocats dans ce domaine. Les avocats peuvent exercer donc à titre accessoire l'activité de mandataire en transaction immobilière, ce qui signifie concrètement qu'au même titre que les agents immobiliers, ils peuvent se voir remettre par leurs clients, leurs propres clients, donc un mandat de vente ou proposer à la vente un bien immobilier au nom et pour le compte de leurs clients. Donc ça c'est assez récent, on savait déjà que les notaires pouvaient le faire, vendre des biens de clients. Aujourd'hui donc les avocats peuvent également être mandataires en transaction pour faire donc un peu comme un agent immobilier finalement. Auprès de... alors, quel est l'intérêt, l'avantage de passer par un avocat plutôt que passer par un agent immobilier ou finalement de particulier à particulier comme beaucoup le font? Alors l'avantage premier réside dans la double casquette, dans la double compétence je dirais que peut avoir l'avocat. Alors en effet on sait que l'avocat a la compétence à la fois donc, de conseil mais aussi dans le cadre donc, du contentieux, ce qui signifie donc, que l'avocat peut être à ce stade un interlocuteur précieux dans le sens où il peut appréhender les problèmes de ses clients, les points qui peuvent poser problème, les problèmes juridiques qui peuvent générer du contentieux et bien entendu donc à ce moment-là trouver les solutions pour éviter d'arriver à un contentieux donc, quelconque. Donc il connaît bien le droit, il conseille et puis il a la rigueur de l'avocat qui est de respecter effectivement l'intérêt de son client. Tout à fait. Tout d'abord, il devient le seul interlocuteur, le seul représentant du client qui défend les seuls intérêts du client parce que n'oublions pas, l'avocat reste avocat. Avant d'intervenir dans le cadre d'une transaction immobilière, l'intervention première est celle d'un professionnel du droit qui est donc l'avocat qui reste soumis à ses devoirs tels que les devoirs d'indépendance, d'objectivité et de loyauté envers son client. Alors on a des questions bien sûr qui sont posées sur le site internet d'Expert Télé, www.experttele.fr. Alors j'ai des questions d'ordre un peu plus général sur le droit immobilier. Alors on nous demande comment procède-t-on à l'acquisition d'un bien? Donc concrètement, est-ce qu'on peut rappeler, c'est l'occasion puisqu'on vous a sur le plateau, les étapes un peu de l'achat d'un bien immobilier? Alors concrètement, comment les modalités donc, pour procéder à une acquisition. Donc première étape, c'est le compromis, la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente. Donc il s'agit du contrat par lequel le vendeur promet donc ou s'engage à vendre à un acquéreur un bien immobilier à des conditions de vente bien précises, qui sont donc précisées dans le corps de l'acte. Alors il faut quand même faire le distinguo entre promesse de vente et compromis, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Souvent les gens comparent un peu les deux et voilà, pensent que c'est pareil. C'est pas du tout la même chose. Alors le compromis, on va dire que le compromis est un peu plus qu'une promesse, mais un peu moins qu'une vente. C'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'à travers un compromis, l'acquéreur a l'obligation d'acheter. L'avantage, c'est qu'il est exonéré des frais d'enregistrement. En revanche, dans le cadre d'une promesse, l'acquéreur continue à avoir le choix d'acquérir ou de ne pas acquérir, à des conditions précises. Bien sûr, il y a un délai qui est fixé avec le vendeur, délai dans lequel l'acquéreur devra, ce qu'on appelle, on dit qu'il doit lever l'option. Donc s'il accepte d'acquérir, donc il lève l'option.
Et dans ce cas-là, il procède à l'acquisition. S'il décide de ne plus acquérir, à ce moment-là, en revanche, il peut perdre l'indemnité, donc ce qu'on appelle l'indemnité d'immobilisation. Il s'agit du dépôt de garantie, donc qui est souvent plus ou moins égal à 10% du prix de vente. Et donc ce dépôt de garantie peut être perdu, bien entendu, en cas de désistement. Alors très souvent, nous conseillons dans ce cas-là à nos clients d'insérer, donc ça se fait donc avec le notaire, d'insérer une clause qu'on appelle la clause suspensive d'obtention de crédit, ce qui signifie concrètement que le client qui fait appel à une banque pour faire financer son acquisition, l'acquisition immobilière, donc a la possibilité de se désister de son engagement s'il n'obtient pas son crédit. Donc, lorsqu'il se désiste de son engagement, cela signifie bien entendu qu'il peut récupérer l'intégralité de son indemnité d'immobilisation, mais dans ce cas-là, il faut bien que soit justifié, donc le fait qu'on lui ait refusé donc, le prêt. Voilà, donc une clause qui doit absolument intervenir dans le corps de l'acte pour ne pas perdre son indemnité d'immobilisation. Alors après donc, le compromis ou la promesse de vente, j'imagine qu'il y a la vente définitive, c'est ça? Pour l'achat vraiment, quoi. Tout à fait. Une fois que l'option est levée, les conditions suspensives sont remplies et dans ce cas-là, donc, prochaine étape, il s'agit de la réitération, on appelle ça donc la réitération de la promesse par un acte authentique. Donc il s'agit de l'acte officiel qui est signé auprès du notaire et à travers lequel l'acquéreur devient réellement propriétaire. Donc c'est pendant donc, cette signature qu'est réglé le solde du prix et les frais de notaire. Et donc après cela, sont remises les clés au propriétaire, voilà, pour de vrai. Enfin propriétaire. Enfin propriétaire. Tout à fait. Merci beaucoup, Maître Yael Trabassi. Donc très intéressant de savoir que désormais, les avocats peuvent être mandataires en transaction immobilière, donc s'occuper de la vente de votre appartement. Je crois également que ça marche aussi pour la location. Tout à fait. Pas donc que on peut se voir remettre un mandat pour vendre un bien immobilier. On peut proposer à la vente un bien immobilier, mais il peut s'agir également d'une location. C'est bon à savoir. Merci beaucoup, Maître Yael Trabassi. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. Donc vous nous parliez aujourd'hui d'immobilier et des avocats qui peuvent désormais être mandataires en transaction immobilière. Restez bien branchés dans un instant d'autres experts. Et puis si vous avez des questions posées à Maître Trabassi ou d'autres experts, eh bien experttélé.fr. Envoyez toutes vos questions. À tout de suite pour d'autres conseils.